Le thème du jour. Thème du jour, Histoire. Anne-Mousse par Prosper Ève. On peut se dire historien quand on a un doctorat. Avant, il y a la licence, puis la maîtrise, enfin aujourd'hui on appelle le master, et après il y a le doctorat. Mais le doctorat n'est qu'un début. C'est-à-dire quand on a son doctorat, ça signifie qu'on maîtrise la technique du métier d'historien. Donc, on peut faire d'autres travaux qui sont historiens parce qu'ils ont un doctorat, mais ils ne sont pas nombreux. Parce que l'histoire doit nous apporter des leçons pour construire notre présent. Le rôle de l'université marron, justement, c'est ça, transmettre l'histoire. L'université marron donne la possibilité à des gens qui ont fait des travaux de venir les exposer, etc. Oui, il faut semer des petites graines et puis un de ces jours, ça va germer. C'est pour ça qu'on appelle à vous justement pour parler d'Anne-Mousse. Là, on va présenter Prosper Ève, historien. Il a écrit des livres aussi, Prosper. Ben oui. Enfin, j'ai écrit pas mal de livres. J'ai écrit notamment des livres sur l'histoire de l'esclavage. Le dernier, c'est le corps des esclaves à La Réunion. Mais j'ai écrit, Naître et mourir, des esclaves à la mer et à la montagne, Il a peur, je parle aussi des esclaves. Donc, j'ai travaillé sur l'abbé Monet, j'ai travaillé sur l'histoire religieuse, l'histoire des esclaves, l'histoire de l'engagisme aussi. Et puis, à un moment donné, j'ai été amené à travailler sur le poète Auguste Lacaussade. Et à travers Auguste Lacaussade, on arrive aussi à une esclave, puisque sa mère, Fanny, était une esclave. C'est l'unique femme affranchie, donc anciennement esclave, qui est devenue sucrière, c'est-à-dire elle a eu une industrie sucrière. J'ai essayé jusqu'ici de faire le maximum pour que les choses soient sues. Et chaque fois qu'on me demande d'intervenir pour transmettre la connaissance, je le fais bien volontiers. Quand votre association m'a envoyé le petit message, j'ai répondu, j'ai dit oui. Bon, on va parler de notre sujet du jour, Ouais. Anne-Mousse. Donc là, on est au début du peuplement de La Réunion. Disons, avant de camper le décor, il est quand même refaire un petit tableau historique à ça fait qu'on arrive bien à suivre les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est là au XVIIe siècle, alors que les grands voyages ont permis à certains pays européens de s'installer en Outre-mer, donc de s'étendre en Outre-mer. La France a pris du retard. Et donc, au XVIIe siècle, la France est en train de rattraper le temps perdu en essayant de se doter d'une marine pour aller conquérir des espaces. Et c'est dans la zone océan Indien que c'est plus intéressant pour elle parce qu'il y a moins de présence des Européens. Et donc, quand le roi de France pense à entrer dans le jeu de la colonisation, il pense à cette zone, l'océan Indien, et il pense surtout aux grands espaces. Les grands espaces, c'est les grands pays, c'est-à-dire l'Inde, c'est-à-dire Madagascar. Donc, les petites îles, tout ça, ne l'intéressent pas au début. Si les Français qui circulent prennent une île en son nom, d'accord. Mais le roi ne tient pas à emmener des Français dans ces espaces pour habiter, pour mettre en valeur. Il préfère aller là où il y a beaucoup d'espace. C'est pourquoi les premiers Français qui sont venus dans la zone se sont installés à Madagascar, dans la Grande Île, et puis d'autres iront ensuite en Inde, ces années 1760. Et donc là, on est dans les années 1630, et les premiers vont venir à Madagascar. Et quand ils arrivent à Madagascar, on appelle l'île Saint-Laurent, l'île Dauphine, la Grande Île, parfois on dit l'île Rouge, eh bien, ils vont d'abord essayer de s'installer dans le nord du pays. Mais il faut bien comprendre qu'on va là dans un espace où il y a déjà des gens. Donc, à Madagascar, il y a des Malgaches. Eh bien, les Français ne peuvent pas s'installer comme ça. Pour s'installer, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Eh bien, ils doivent demander l'autorisation au chef. Il y a déjà des rois. À ce moment-là, Madagascar était en train de s'organiser en royaume, il y a des royaumes. Et lorsque le roi donne l'autorisation,
cela ne signifie pas que la population, elle va accepter. Et souvent, eh bien, lorsque le roi donne l'autorisation, les Malgaches se soulèvent et chassent les Français. C'est ce qui arrive aux Français quand ils s'installent dans le nord. Ils sont chassés, donc ils sont obligés de partir pour sauver leur peau et ils descendent et ils vont s'installer dans le sud. Et là, pour essayer d'amadouer le roi, le chef qui s'appelle Pronis, il va vivre en concubinage avec une fille du roi. Quand on arrive dans un pays pour faire des cadeaux, donc il puise dans ce qu'il a, dans le stock de vivres qu'il a pour ses hommes, pour essayer d'amadouer le roi. Et donc, il s'installe dans cette zone qu'on appelle aujourd'hui Fort-Dauphin, mais les Malgaches se soulèvent malgré tout contre la présence française. Mais les Français, qui sont sous l'autorité de Pronis au départ, quand ils voient le jeu de Pronis, ils se disent, eh bien, à un moment donné, ils n'auront plus de vivres, les Malgaches ne veulent pas leur donner des vivres. Eh bien, si lui, il puise dans leur stock de vivres, à un moment donné, ben, ils seront réduits à la famine. Donc, quand ils font des remarques à Pronis, Pronis est mécontent, ils vont être obligés de le mettre garrotté, de l'emprisonner pour essayer de le mettre en état de nuire. Le Pronis en question, il est gouverneur du groupe, donc il représente le roi. On n'a pas le droit de se soulever contre le roi. Eh bien, lorsqu'un navire français va passer, eh bien, en général, on demande à discuter avec le chef, donc le gouverneur, et là, le gouverneur doit dire ce qui se passe. Et quand il arrive, il n'y a plus de gouverneur, les Français sont obligés de dire qu'ils ont rencontré des difficultés et qu'ils l'ont garrotté. Et pour vérifier s'il est toujours en vie, le lieutenant va entrer en relation, va demander à rentrer en relation avec lui. Tous les deux, ils vont définir un plan pour qu'il soit relâché, libéré. Le plan, c'est quoi? C'est qu'on le libère et puis on va prendre quelqu'un de leur groupe pour devenir gouverneur. Mais après, dès qu'il sera libéré, il va reprendre le pouvoir, ce qui fait qu'il a essuyé une première révolte et il va avoir une deuxième révolte. Et comme il est allié aux Malgaches, eh bien, il va faire appel à son beau-père pour avoir une aide, pour maîtriser les Français. Et c'est comme ça qu'il va punir les chefs rebelles en les envoyant ici. Et là, on est en 1642 quand ça se passe. Donc, depuis 1638, ils sont à Madagascar. En 1642, Pronis prononce un châtiment contre ceux qui se sont soulevés contre lui. Et il les envoie ici sans vivre, sans rien, sans eau, sans médicaments. Ils sont presque nus et ils sont débarqués dans la région qu'on appelle aujourd'hui le quartier français. Et donc, c'est la première colonisation française à partir de Madagascar. Et il y aura une deuxième colonisation. Alors, la première se termine comment? Eh bien, lorsque les actions de Pronis sont connues en France, le roi décide de le relever, c'est-à-dire d'envoyer quelqu'un pour le remplacer. Et ce quelqu'un, c'est Étienne Flacourt. Quand Flacourt arrive, il va envoyer un navire ici pour s'enquérir des Français qui ont été envoyés ici. Pour Pronis, ils sont morts puisqu'ils ont envoyé sans vivre, sans eau, sans rien, presque nus. Pour lui, c'était la mort. Eh bien, on va ramener des gens qui sont bien forts parce que l'île était couverte d'animaux, d'oiseaux, de vignes, de fruits. Et donc, ils ne sont pas morts. Il y avait de l'eau, il y avait des poissons, donc ils ont pu survivre. Pronis arrive en 1648. Il va subir une révolte en 1654. Et il va faire comme Pronis, il va aussi envoyer les chefs rebelles ici. Mais eux, ils vont repartir sur un navire qui va les ramener en Inde. Et en 1657, donc il n'y a plus de Français. Mais à Madagascar, on a deux Français. L'un s'appelle Louis Italien et l'autre c'est Piapo. Ces deux hommes décident de venir ici parce que l'île n'est pas encore mise en valeur, pour mettre en valeur l'île et pour s'enrichir. Ils viennent ici et ils croient que les gens qui ont été envoyés en 1654, à la tête se trouvait un certain Taureau, ces gens-là sont là. Et ils sont encore là. Et il se dit, avec ces Français qui sont là, il va pouvoir exploiter l'île. Et il vient avec 10 Malgaches, 7 hommes et 3 femmes. C'est là-dedans que se trouve la mère dans ces 3 femmes,
se trouve la mère d'Anmous. Maricaz. Donc, effectivement, Maricaz, puisque Anmous est la fille de Maricaz ou Caso et de Jean Mousse ou Mousseau, elle est baptisée le 14 avril 1668 à Saint-Denis. Donc, sa mère et son père feraient partie de ce groupe de premiers malgaches venus avec ces Français qui n'ont pas eu un ordre du roi pour venir ici. Ils n'ont pas eu non plus un ordre de Flacourt hein, à Madagascar. Ils sont venus avec leur propre projet de développer l'île. Et quand ils arrivent, là se pose un deuxième problème. Donc on a dit, on a vu Anmous, elle est une fille qui est née ici. Et quand on est ici, on est créole. Donc on voit, il y a deux malgaches qui s'allient, qui font un enfant, mais on ne dit pas cet enfant est malgache, on dit qu'elle est créole. Donc on voit que dès le départ, l'île créolise. D'accord? On ne fait plus référence aux racines des parents, mais l'enfant étant né ici, son histoire se trouve ici. C'est pourquoi on dit, c'est écrit histoire créole. Deuxième point, quand on lit les textes, eh bien, on dit quoi? On dit que ces malgaches, quand ils sont arrivés, ils se sont révoltés. Et là, certains disent, ce sont des esclaves et ce sont les premiers esclaves marrons. La question est de savoir là, est-ce que ce sont des esclaves et est-ce que ce sont des esclaves, vraiment des esclaves marrons? Et ensuite, quand on parle d'Anmous, il y a eu un petit garçon qui est né avant. Et elle est la première fille qui est née ici, donc elle est la première femme créole. Si on parle d'elle, qu'est-ce qu'elle a fait d'intéressant pour qu'on puisse parler d'elle? Ses parents étaient-ils des esclaves? S'ils étaient esclaves, donc quand on dit qu'ils constituent les premiers esclaves marrons, est-ce que ça tient la route? Et ce ne l'était pas, bon. Voilà, hein? Et ensuite, Anmous, qu'a-t-elle fait d'original? Alors, ses parents sont-ils des esclaves? Pour être esclave à Madagascar, parce qu'à Madagascar, il y a des esclaves, on est esclave parce qu'on fait partie d'un peuple qui a perdu la guerre. Lorsque les royaumes s'affrontent et qu'un royaume remporte la victoire, tous ceux qui sont perdants deviennent esclaves. D'accord? Donc, quand on a perdu la guerre, on devient esclave. Mais quand on devient esclave, on est soumis à celui qui a gagné. On ne se révolte pas, on ne conteste pas son autorité. Et on garde ces hommes et ces femmes, parce que ce sont ces esclaves, donc on est puissant parce qu'on a des esclaves. Deuxième possibilité, c'est lorsqu'on a fait des dettes et qu'on ne peut pas payer, eh bien, on va voir le créancier et on lui dit, moi, je suis débiteur, je ne peux pas vous rembourser, j'accepte de devenir votre esclave. Et à partir du moment où on a accepté de devenir l'esclave de quelqu'un, on ne peut pas se révolter contre lui. Il ne conteste pas, il ne cherche pas une autre vie, il reste esclave. Et donc, pour que Louis Payen ait des esclaves, il aurait fallu qu'il ait participé à une guerre ou alors que des gens se soient soumis à lui. On sait bien, les Malgaches n'acceptent pas la présence française, donc ils n'ont pas conclu de dette avec eux, donc c'est circonscrire. Et Payen était dit là, possibilité de faire la guerre. Non, parce qu'il y a un gouverneur, après Pronis, on voit bien, il y a Flacourt, après par Flacourt, il y en a d'autres. Donc, ce ne sont pas les Français individuellement qui le font, c'est le chef qui peut avoir des esclaves, qui pourrait conduire la guerre, mais pas. Et là, on a un texte qui dit, de Souchu de Renfort, qui dit qu'on s'est révolté. Les esclaves parlent, ils disent, Souchu de Renfort a discuté avec eux, ils disent pourquoi ils sont révoltés? Parce que, eh bien, ils ont tué nos pères. Ils ont tué nos pères. Il ne faut pas prendre cette expression-là au premier niveau. Parce que ils étaient Madagascar, ils avaient tué leur père, eh bien, ces gens auraient fait la guerre pour les tuer, pour venger leur père. Donc, ce n'est pas au premier niveau. En fait,
Vous avez bien compris que ces gens ne sont pas des esclaves. Parce que Pierre-Paul et Louis Payen n'étaient pas en situation d'acheter des esclaves, de faire la guerre ou d'avoir des esclaves, des gens qui avaient été endettés, qui sont soumis à eux. Qui aurait pu faire ça? Ben, le chef. Mais si le chef a des esclaves et qu'il transmet son pouvoir, il dit à des esclaves, eh bien maintenant, vous n'allez plus évoluer sous mon autorité, vous allez obéir à ces gens-là. Eh bien, dès lors que le chef a dit ça, ils vont obéir. L'esclave malgache ne se révolte pas. Donc, si quand ils arrivent ici, ils se révoltent immédiatement, on voit qu'ils n'ont pas eu le temps d'être esclaves. D'accord? Puisqu'ils se sont révoltés tout de suite. Donc, on voit très bien que ces gens sont venus ici pour d'autres motifs. Ils ont accompagné les Français pour d'autres motifs, mais pas parce qu'ils étaient esclaves. Qu'est-ce que ça signifie? Ils ont tué nos frères. Il faut bien comprendre que très certainement, ces Français ont dû leur dire, ben voilà, venez avec nous. Là, on est à Fort-Dauphin, on se déplace sur la côte et on ira sur un petit point à côté, on va s'installer là. Donc, on ne quitte pas Madagascar et on va travailler ensemble. Et dès lors qu'ils ne quittent pas Madagascar, ben, ils acceptent de les suivre. Mais quand ils vont voir qu'en fait, on quitte Madagascar, là, ils vont être dans une dynamique différente. Et pourquoi? Parce que pour le malgache, ce qui compte, c'est le culte des ancêtres. Il faut être inhumé quand on meurt à proximité du caveau familial et il faut à tout prix que le rituel d'ancestrisation, c'est-à-dire le deuil, soit bien conduit pour que l'on devienne ensuite ancêtre. À partir de là, si le rituel n'est pas fait, eh bien, l'âme est condamnée à l'errance. Donc, tuer nos pères, c'est-à-dire on a coupé les liens avec les ancêtres. Donc, c'est ce culte des ancêtres qui est là, en référence, pris en référence. Ils voient qu'ils ont été trompés. Ils ne sont plus à Madagascar. Ils ne pourront pas être inhumés à côté du tombeau familial. Eh bien, l'avenir est sombre pour eux. C'est-à-dire l'après-mort, le rame après la mort, le rame est condamné à errer. On a un autre auteur, François Martin, qui dit ils se sont révoltés contre les Français pour, donc les hommes, les malgaches hommes, pour savoir eh bien, qui aurait à leur dévotion les femmes. Et là, on voit immédiatement que si les Français remportent la guerre, la bataille, donc ils vont avoir les femmes, et ce sont les malgaches qui vont l'avoir. Mais en même temps, si des Français acceptent de se battre pour avoir les femmes malgaches à leur dévotion, cela signifie bien que ce ne sont pas des esclaves, parce que l'esclave est l'inférieur. Donc, ils ont une autre vision sur ces femmes que la vision de l'esclave. On va étudier tous les documents. Si on prend la peine de réfléchir, on voit bien que ce sont des êtres libres. Et d'ailleurs, Souchy de Renfort dit qu'ils sont allés loin, et il dit qu'ils sont allés loin et qu'ils étaient rarement visibles. Eh bien, s'ils étaient rarement visibles, ça signifie qu'ils étaient quelquefois visibles. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas accepté d'avoir été trahis par ces Français, d'avoir été emmenés dans un lieu différent où ils auront des difficultés après la mort. Bon, eh bien, ils se sont séparés d'eux. Mais comme ils avaient peur que ces gens les attaquent, etc., ils se sont installés dans un coin où ils pouvaient voir quand même, avoir un œil sur eux. Et d'ailleurs, ensuite, on dit, eh bien, qu'ils sont revenus et ils ont vécu avec les Français. Donc, on voit très bien qu'à un moment donné, qu'ils n'étaient pas bien loin. S'ils n'étaient pas bien loin, eh bien, dès lors que, ici, quand ils sont arrivés, ils sont agarrés tout de suite. Donc, ils n'ont pas connu ici l'esclavage. Étaient-ils esclaves à Madagascar? Ce n'est pas sûr. À partir de là, on ne peut pas dire qu'ils sont des esclaves marrons.
Ils ne sont pas allés à Mafat ou je ne sais quoi, parce que sinon, ça aurait été impossible de les retrouver. Où sont-ils? Bon, si on a pu les retrouver et si on a pu, et s'ils ont pu revenir, ça signifie qu'ils n'étaient pas bien loin. On voit bien que Anne-Mousse, elle est née en 1668 et on est là. La déclaration se fait, son baptême est enregistré. Donc, Elle est née à Saint-Paul. elle est née à Saint-Denis, déclarée à Saint-Denis. Et donc, alors maintenant, naturellement, ces femmes qui viennent, eh bien, vont se marier à des Français. Pour le premier mariage, la maman d'Anne-Mousse, Marie-Case, se marie à un Malgache. Après, donc le Malgache meurt, elle se remarie à un Français. Mais entre-temps, si elle était esclave, pour pouvoir se marier à un Français, il aurait fallu qu'elle soit affranchie. Or, il n'y a pas d'affranchissement. D'accord? Et la sœur Anne-Case, eh bien, Anne se marie avec un Français, le premier mariage avec un Français. Ce qui signifie que si elle était esclave, pour pouvoir se marier en première noces à un Français, il aurait dû y avoir une libération. Or, il n'y a pas eu de libération. Ce qui signifie qu'elle n'est pas esclave. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait d'intéressant, Anne-Mousse? Et qui fait qu'on retient son nom, l'histoire retient son nom. Eh bien, sa mère, par son mariage, par son deuxième mariage, elle avait des terres au Butor, à Saint-Denis, et aussi à Sainte-Marie. Anne-Mousse vit donc avec sa mère à Sainte-Marie. Elle est mariée à Tessier. Tessier est plus vieux qu'elle. Elle vit à Sainte-Marie. Quand elle va mourir, elle va rédiger un testament. Et dans son testament, elle dit qu'elle veut donner des terres à l'église, aux lazaristes, pour qu'une église soit construite, pour qu'un cimetière soit créé, pour que le prêtre dispose d'une maison, un presbytère, pour que Sainte-Marie devienne une paroisse et ne soit plus dépendante de Saint-Denis ou de Sainte-Suzanne. Donc, elle dit pour que les gens qui vivent dans ce quartier, Sainte-Marie, puissent pouvoir déclarer leurs enfants, enterrer leurs morts, se marier, eh bien, il faut à tout prix que Sainte-Marie soit une paroisse. Et elle dit à ses enfants, au moment où elle rédige son testament, donc en 1733, sa mère est toujours vivante. Et elle dit donc à sa famille bien d'appliquer son testament. Eh bien, il faut ces éléments-là pour un vrai quartier, pour qu'un quartier se transforme en paroisse. Une enfant qui est née ici, qui n'a pas suivi des cours d'instruction religieuse énormes, elle a dû assister uniquement aux prêches du dimanche. D'ailleurs, à l'époque où elle vit, on est à l'époque des missionnaires, parce que Saint-Denis n'a pas forcément toujours un prêtre, et Sainte-Marie encore moins. Donc, sa culture religieuse, elle n'est pas énorme, mais on voit, et là, il faut reprendre ce que j'ai dit au début. Pourquoi j'ai parlé de transcendance au début? C'est parce qu'elle est dans cette dynamique de transcendance. Parce que pour elle, dans la vie, ce qui est important, c'est le spirituel, et ce n'est pas le matériel. Donc, elle est dans cette dynamique de transcendance, elle est en symbiose avec l'île. Et ses enfants vont appliquer son testament, c'est-à-dire qu'elle a bien élevé ses enfants pour que, quand elle donne un avis, eh bien, cet avis est suivi après sa mort. Donc, sa famille a foi en elle, c'est-à-dire la respecte quand elle est vivante, la respecte aussi quand elle est morte. Et donc, on voit que c'est une femme qui est à l'origine de la paroisse de Sainte-Marie. Et ça, c'est quelque chose d'original, parce que dans tous les autres quartiers ne sont pas nés de la même manière. Et c'est une fille issue du monde noir qui est à l'origine de cette œuvre grandiose. Et c'est en cela qu'elle est intéressante à nous, parce que pour elle, la vie, ce n'est pas uniquement manger, boire, mais c'est aussi penser à ce qui se passe après et donner aux gens la possibilité d'être dans cette dynamique spirituelle quand ils sont vivants. Donc, elle donne à l'approche de la mort au quartier Sainte-Marie les moyens pour devenir une paroisse. Je vous dirais que, faire comprendre comment elle est très fine, lorsque elle rédige son testament. Pour que son testament soit appliqué, il faut que la compagnie des Indes le veuille bien, accepte ce qu'elle dit. Or, pour la compagnie des Indes, les lazaristes n'ont pas le droit d'accepter un don dans l'île. Donc, quand elle fait ce don,
la Compagnie des Indes va se battre pour dire non, les lazaristes n'ont pas le droit d'accepter. Le quartier, vous voyez, va prendre du temps à naître. La paroisse, pardon, va naître dans les années 1750, c'est pas tout de suite. Elle le veut, elle, à sa mort, 1733. Le combat entre la Compagnie des Indes et les lazaristes est tellement fort que les lazaristes disent, nous, on ne veut plus travailler dans cette île. On part. Et la Compagnie des Indes se dit, ben, si vous voulez partir, partez. Parce qu'on va bien trouver une congrégation pour vous remplacer. Sauf que, eh bien, la Compagnie des Indes va rechercher une congrégation et finalement, aucune va accepter de venir ici pour vivre de l'air du temps. Et finalement, la Compagnie des Indes sera obligée, ben là je vais utiliser une expression créole, de manger son gâteau rassis, c'est-à-dire de revenir vers les lazaristes et de leur dire, ben vous pouvez continuer. Et c'est comme ça que la Compagnie des Indes va accepter le don fait par Anne-Mousse aux lazaristes pour que la paroisse puisse naître. Ce programme voulu par Anne-Mousse, c'est-à-dire le presbytère, le cimetière, l'église, tout cela va être achevé en 1750. Donc, vous voyez, c'est un feuilleton qui commence en 1733 et qui trouve son terminus en 1754. On est unis dans le combat. Et finalement, eh bien, ce qu'elle a voulu, la volonté sera respectée. L'Église va naître. Eh bien, c'est une décision révolutionnaire parce que les textes législatifs de l'époque ne le permettent pas. Et il faudra un combat administratif pour que la compagnie finisse par céder et que la paroisse de Sainte-Marie naisse véritablement. Eh bien, avec le peu qu'elle a, elle arrive à faire de grandes choses. Et pourquoi? Parce qu'elle met dans la vie Dieu avant tout, c'est-à-dire le spirituel avant tout. C'est ça qui compte. Joséphine? Je voudrais poser une question. Dites-moi, Oui. l'église de Sainte-Marie actuellement, ça date de cette période? Voilà, oui, voilà. Le cimetière aussi. Voilà, le cimetière aussi. Alors, quand vous êtes sur cet espace-là, ça, c'est son espace. C'est ce qu'elle a donné à l'église. Même ça arrive jusqu'à la chapelle de la Salette, là. Hein? Tout ça, elle a donné à l'église. Et le cimetière, c'est son don aussi. Parce qu'on ne peut pas avoir un quartier si les gens ne peuvent pas être inhumés dans le quartier. Sinon, il fallait être transporté jusqu'à Saint-Denis. Et c'est long. C'est pourquoi elle a fait ça. Donc, elle répond à des problèmes pratiques. L'Église avait un grand pouvoir aussi à cette époque-là. Enfin, il ne faut pas voir comme ça. C'est-à-dire, sur le papier, oui, mais dans la réalité, vous voyez que c'est non. Vous voyez bien que la Compagnie des Indes n'a pas voulu accepter que les lazaristes, eh bien, jouissent de ce que Anne-Mousse avait donné pour faire avancer l'Église. Donc, si vous dites, l'Église avait un énorme pouvoir, hein, mais quel pouvoir, puisque là, les lazaristes sont obligés de dire, si vous continuez à nous embêter, nous, on quitte cette île. La compagnie dit, vous voulez partir, partez. Parce que la compagnie se dit, je vais bien trouver notre congrégation pour travailler ici. Mais les autres congrégations disent, nous n'allons pas envoyer des hommes chez vous pour vivre de l'air du temps. C'est-à-dire ne pas avoir de salaire, ne pouvoir rien faire, pas de don, rien du tout. Comment ils vont vivre? Et il n'y a que les lazaristes qui sont capables d'accepter ça. Sainte-Suzanne a mis en l'air Île-Moine-Luce. Est-ce que Sainte-Marie a des bâtiments, des rues qui portent le nom de Anne-Mousse? Alors, pendant longtemps, elle était ignorée. Il y a une école, mais c'est tout. Par contre, il y a beaucoup de descendants d'Anne-Mousse. Par Tessier, oui. Les Tessier. Quand vous entendez Tessier, si vous faites l'arbre généalogique, on remonte à Anne-Mousse. C'était E2ACER. Merci. Peut-être à une autre fois pour un autre personnage de notre histoire. Ouais. Même si je n'ai pas la possibilité, moi, d'avoir de grand public. Mais là, c'est vous ensuite, vous démultipliez ma parole. Eh bien, c'est aussi transmettre. Hein. Donc, quand vous avez entendu, il faut aussi transmettre.